Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 7 juillet et dans cette chronique du groupe Fred Zeller, je vais aujourd'hui vous présenter un ouvrage collectif publié aux éditions de la Libre Pensée et dont le titre est « La question sexuelle et la libre pensée ». Voici donc comment est présenté cet ouvrage en page 4 de couverture de ce dit ouvrage. La libre pensée ouvre le débat, famille, sexualité, genre, avec un S, et la libre pensée. La libre pensée s'est toujours prononcée pour une totale liberté individuelle dans le respect des autres et pour l'égalité des droits. C'est pourquoi elle a soutenu la revendication du mariage pour tous. Chacun doit être libre de déterminer, en dehors de toute idéologie d'État, religieuse ou communautaire, avec qui former une union conjugale. Aujourd'hui, la libre pensée entend aller plus avant. Elle a ouvert un débat sur l'ensemble des questions liées à la sexualité avec toutes ses implications. Elle soumet cette réflexion initiale à l'examen de celles et ceux que ces questions intéressent. Elle les appelle à lui envoyer des contributions pour alimenter ces réflexions et le débat. Cela a permis la publication de cet ouvrage intégrant de premières contributions afin que chacun puisse se faire une opinion éclairée. Nous espérons que ce livre en appellera d'autres qui formeront un deuxième opus sur cette question. Alors n'hésitez plus à vos claviers et à vos souris, la Fédération nationale de la libre pensée. Cet ouvrage collectif donc a été conçu sous la direction donc de Christian Echen et en exergue une citation sur la couverture de ce livre pour une union libre de libres individus. C'est une citation d'Alexandra Kollontai. Et je vais vous lire l'introduction qui donc ouvre ce livre, cet ouvrage, et en espérant que cela aiguisera l'attention des auditrices et auditeurs. Et nous publierons sur le site du groupe Fred Zeller, et ce sera également publié sur le site de la Fédération nationale, toutes les indications pour que celles et ceux que cela peut intéresser puissent se procurer cet ouvrage collectif. Donc voici l'introduction de cet ouvrage. En faisant cet ouvrage collectif, nous avons essayé d'être le plus exhaustif possible. Un objet a toujours plusieurs facettes. Nous avons essayé de puiser aux origines du combat de la libre pensée sur l'ensemble de ces questions et plus largement ce que nous enseigne l'histoire de la lutte pour la liberté humaine et de la répression qui a toujours combattu cette volonté d'émancipation intégrale. Nous avons bien sûr abordé la question du débat sexe-genre en essayant de poser les éléments de problématique pour que chacun puisse se faire un point de vue le plus complet possible. Pour sa part, la libre pensée n'a aucune compétence pour trancher ce débat dans un sens ou un autre. Nous nous situons sur le strict terrain de l'égalité entre tous. Comment affirmer qu'une personne est de tel sexe ou de tel genre, en dehors ou dans une classification binaire? Nous n'en avons nullement la compétence. L'important est-il de classifier des catégories humaines ou de permettre que chacun soit ce qu'il désire être et comment il se ressent? Nous republions le texte initial que nous avons élaboré collectivement pour ouvrir le débat sur ces questions. Chacun pourra voir le chemin parcouru dans l'ensemble des contributions publiées dans cet ouvrage. Ce livre est une nouvelle étape. Il appellera nécessairement une suite par un appel à d'autres contributions tout aussi collectivement. Nous avons essayé de couvrir et de traiter le champ le plus largement possible, car les choses sont profondément liées, et ce, pour donner aux lecteurs les éléments de compréhension pour la discussion. Nous avons donné une large place à la question du féminicide, car pour beaucoup c'est une question assez neuve. Il fallait donc donner le maximum d'éléments pour comprendre toute l'importance de cette question qui est loin d'être mineure. Une grande source de ma contribution sur ce sujet provient d'une lecture attentive de l'ouvrage de Christelle Tarot, Féminicide, une histoire mondiale. J'en conseille vivement la lecture, même si cela ne se lit pas en quelques minutes, près d'1 millier de pages, et même si je ne partage pas toutes les affirmations contenues dedans. L'oppression des femmes.
nous avons naturellement abordé la question des religions dans l'oppression des femmes et des minorités. Dans la polémique avec les religions, et particulièrement contre l'Église catholique, nous avons déterminé une règle il y a fort longtemps et nous nous sommes toujours tenus à ce principe. Selon les règles de John Sholto Douglas, 9e marquis de Kingsbury, on ne frappe jamais sous la soutane. Les choses sont liées entre elles par le monde dans lequel nous vivons et dans lequel d'autres ont vécu. Il n'y a nul hasard si, par exemple, il existe encore plus de 70 pays dans lesquels l'homosexualité est une, entre guillemets, abomination et un délit, et ce sont à peu près les mêmes pays qui font du blasphème un délit pénal qui mène au tribunal et à la prison. À cela s'ajoute une répression active du droit à l'avortement et aux moyens de contraception. Rappelons que la fameuse loi de 1920 en France, dénoncée avec force par le chanteur Antoine dans les années 1970, liait la prohibition de l'avortement et la promotion des moyens contraceptifs. C'est pour cela qu'il proposait de vendre la pilule dans les monoprix, mais ce n'était qu'une élucubration. Ce qui n'en est plus une, c'est le recul du droit à l'IVG dans le monde de la Pologne à certains États des USA. Il y a, selon un rapport de l'ONU, 225 millions de femmes dans le monde qui n'ont pas accès aux moyens contraceptifs et ils sont interdits dans 57 pays ou fortement restreints, ce qui empêche une femme sur 2 dans le monde de les utiliser. La femme est l'esclave de l'homme depuis des millénaires sur tous les continents. Le mot esclave est dérivé du mot slave. Ce mot issu du monde blanc sera pourtant la marque de la servitude du peuple noir aux USA et ailleurs. On sait que, dans le monde arabo-musulman, le patriarcat érigeait en modèle le harem, institution esclavagiste par nature. Il sera nommé aussi sérail, qui vient de l'italien seraglio, qui signifie la cage et est proche du mot persan sara, signifiant habitation, une cage dorée en quelque sorte, on nageait en pleine hypocrisie. Il est symptomatique aussi de constater que cette oppression contre les femmes s'accompagnait dans le langage même d'un profond mépris sexiste. Ce n'est nullement un hasard si le terme hystérie a sa racine dans le mot utérus. Le terme de putain vient du latin puta, qui veut dire personne sale, de même que celui de salope vient de sale upé, cet oiseau ayant la réputation d'être très sale. Si les péripatéticiens étaient des hommes qui philosophaient en marchant, sa féminisation n'eut rien de philosophique, mais fut pleine de mépris. Lupanar vient du mot louve, à une époque où on les craignait beaucoup et les loups furent l'objet d'une malédiction haineuse permanente et d'une extermination féroce. Le problème de l'inceste. Des études récentes au Québec estiment que la fréquence de l'inceste se situe entre 15 et 20% dans la population en général et que la majorité, 80%, des victimes d'agressions sexuelles pendant l'enfance n'ont jamais demandé d'aide. En 2020, 6,7 millions de Français affirment ainsi avoir été victimes d'inceste. Un Français sur 10. Sur ces 6,7 millions de victimes, 78% sont des femmes et 75% ont moins de 10 ans, révèle le rapport Ipsos. L'étude de l'INED souligne que les auteurs d'inceste sont quasiment exclusivement des hommes, entre 96 et 98% des cas. En général, de la famille de sang ou élargie, en particulier père, frère ou demi-frère, oncle, grand-père, beau-père. L'oppression spécifique de la femme. Il faut aussi ajouter ce que l'on appelle les mariages réparateurs. La victime est violée et ensuite le violeur exige de se marier avec elle pour éviter les poursuites en justice. C'est le vice ajouté au crime. Cohabite avec cette ignominie une autre ignominie, la chasse à l'hymen, qui semble être une grande préoccupation du patriarcat. Les femmes, on les vole, on les viole, mais il faut qu'elles soient vierges. Et quand ce n'est pas l'hymen, il faut que leurs pieds soient minuscules, comme en Chine, ce qui est aussi une autre barbarie, mais les deux barbaries peuvent cohabiter dans l'horreur. S'ajoute encore à l'oppression des femmes par le patriarcat la volonté de les réduire à rien et surtout de les empêcher d'acquérir les moyens intellectuels de leur émancipation. Les femmes constituent aujourd'hui les 2/3 des adultes analphabètes dans le monde. Depuis 2000, le taux de l'analphabétisme féminin n'a diminué que de 1%. Selon la Commission européenne, la participation des filles à leur école baisse au fur et à mesure qu'elles progressent dans leurs études. Notons de plus
que les femmes ayant un handicap physique ou psychique sont particulièrement soumises à des violences physiques ou sexuelles dans le cercle familial ou dans les institutions entre guillemets sociales. Selon un rapport de la Commission européenne en 2012, 34% des femmes handicapées en avaient subi contre 19% pour les femmes valides. Toutes les violences contre les femmes ne sont pas à inscrire dans le registre de la misogynie active, même si ces violences sont condamnables en soi. Ainsi, quand les Parisiennes, les tricoteuses, infligent le 13 mai 1793 une fessée républicaine devant l'Assemblée nationale à Théroigne de Méricourt pour son soutien aux Girondins, on n'est nullement dans ce registre. Par contre, le caractère misogyne est patent et puissant dans les tontes de femmes qui avaient collaboré à l'horizontale, entre guillemets, avec l'occupant entre 1940 et 1944. On estime à 20 000 le nombre de femmes entre 1944 et 1946 ayant subi cette honte publique menée par des, entre guillemets, résistants, souvent du dernier quart d'heure, pour ne pas dire du lendemain de la libération. L'ironie morbide fut que ces ignominies furent justifiées par la loi pétainiste du 23 décembre 1942 pour réprimer le concubinage notoire d'une femme avec un autre que son mari, qui était loin du foyer familial parce qu'il était prisonnier dans les stalags ou au STO. Tout n'était visiblement pas à jeter dans l'héritage du pétainisme. On estime de 80 000 à 200 000 enfants nés de ces unions temporaires, enfants qui porteront cette marque honteuse et indélébile qui les poursuivra toute leur vie d'être des enfants de Bosch, entre guillemets. Quelques réflexions à propos de l'homosexualité. Le lecteur verra que nous avons aussi traité cette question sous l'angle de la liberté humaine et de l'égalité des droits. Comme nous l'avons établi dans le document initial pour ouvrir le débat, le Code général de l'analyse de la libre pensée et des libres penseurs est résumé dans cette formule de principe: entre adultes consentants et sans violence, tout est permis, et nous rajouterons avec un certain humour en faisant cet emprunt à saint Paul, mais tout n'est peut-être pas profitable. Philosophiquement, les libres penseurs sont plutôt pour l'union libre et l'amour libre. Mais férocement individualiste, le libre penseur n'impose rien à personne et laisse chacun faire comme bon lui semble. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience. Nous avons établi à plusieurs reprises la profonde hypocrisie du Vatican en la matière. Le pape François a un peu amusé la galerie et fait le jeu des médias mainstream sur la question de la bénédiction des mariages homosexuels. À la fin du barnum médiatique, que reste-t-il de tout cela ? La bénédiction est accordée à chaque membre du couple, mais pas au couple lui-même. Comme disait l'Ecclésiaste, il y a décidément rien de nouveau sous le soleil. En parlant de barnum médiatique, ne convient-il pas de s'interroger sur un phénomène qui se fait jour, celui du coming out télévisuel dans le personnel politique? Comment ne pas voir qu'un politique, quand il n'a plus rien à dire, si tant qu'elle dit quelque chose d'intéressant un jour, ou que sa cote médiatique est en berne, déclare son homosexualité pour faire parler de lui, ou pour faire diversion quand son nom s'affiche dans les chroniques judiciaires? Toute ressemblance avec des personnalités ne serait point fortuite. Autre question qui m'interpelle, le vécu, comme on dit un peu trivialement. On sait le lourd tribut qu'ont payé les homosexuels de tout temps, persécutés tant par l'Église que par le pouvoir, surtout totalitaire. On sait que pour beaucoup, cela s'est terminé sur des bûchers allumés par des moines fanatiques. Et pourtant, la lutte anticléricale ne semble pas prégnante dans le combat de beaucoup d'associations défendant à juste titre les droits des homosexuels. À croire que certains, ce n'est pas une attitude globale, nous reconnaissons beaucoup d'athées, de libres penseurs, d'anticléricaux conséquents dans le mouvement LGTBQ+, ont intériorisé qu'ils étaient en état de péché grave et se sentant coupables vis-à-vis de la normalité religieuse, ils ne souhaitent pas en rajouter contre l'Église en faisant le pari de Pascal pour ne pas hypothéquer une éventuelle place au paradis ou ne pas en avoir une en enfer. En clair, ils n'ont jamais rompu avec leur Sainte Mère l'Église. Cela ressemble beaucoup à l'attitude de certains laïcs qui refusent d'exiger la radiation définitive des registres de baptême religieux pour les personnes qui le souhaitent et qui veulent rompre tout lien avec une organisation criminelle, 330 000 victimes au compteur en France pour la seule Église catholique. Et ce, au nom d'arguments quelque peu fallacieux comme « on ne détruit pas des documents historiques », alors que l'Association internationale de la libre pensée n'a jamais demandé cela, mais seulement la simple application du RGPD pour les personnes qui le souhaitent.
eux aussi, visiblement, n'ont pas vraiment rompu avec leur Sainte Mère l'Église. Le Bureau européen de coordination de la libre pensée, AILP, a pris l'initiative d'un appel européen pour aboutir à cette revendication démocratique. Il y a eu un véritable succès, mais force est de constater que pour certains non-signataires, il est plus facile de signer un appel de la libre pensée fustigeant à juste titre une déclaration commune scandaleuse entre l'Union européenne et l'Organisation de la coopération islamique pour prohiber le blasphème contre les prophètes qu'un appel contre le cléricalisme des religions chrétiennes. Plus anti-musulmans qu'anticléricaux, voir les choses dans un ensemble. Certains appellent cela l'intersectionnalité. Moi, j'appelle cela la dialectique. Mais une chose est sûre, il faut voir les problèmes dans toutes leurs dimensions si on le veut comprendre pour agir, et surtout ne pas avoir un point de vue de petit blanc qui généralise son univers restreint au monde entier. Nous publions dans cet ouvrage une interview de Françoise Vergès, interview intitulée « Les droits des femmes sont devenus une arme idéologique néolibérale ». À propos du féminisme occidental, elle indique « Ce féminisme est fondé sur la conviction de savoir ce qu'est l'émancipation, la liberté des femmes. Il est persuadé d'avoir raison. Avec ces convictions profondes, les femmes françaises vont aller libérer les femmes dans le monde après avoir libéré les classes populaires pour leur pays. L'attitude envers les femmes voilées est symptomatique. Tout comme cette obsession pour ce qui se passe en Afrique, excision, mariage forcé, alors qu'en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les 2 jours, maintenant, qu'il y a de plus en plus de pauvreté de femmes, que les salaires les maintiennent dans la précarité. Ces féministes se demandent-elles quelles sont les conséquences des programmes d'ajustement structurel que leur pays a soutenus. On se souvient du combat civilisationnel contre le voile qui s'est illustré à Alger en mai 1958 sous l'égide de Madame Massu par l'armée française dont Marcel Bigard disait qu'elle, citation, « défendait l'Occident chrétien. Zemmour et les Le Pen n'ont rien inventé ». Dans le propos de Françoise Vergès, on est bien loin des augustes fadaises de Caroline Fourest proclamées dans une conférence donnée à l'Institut Diderot sur l'avenir du féminisme. Citation « Je ne crois pas à une vision essentialiste et déterministe du féminisme. Les hommes ne sont pas nés bourreaux, ni les femmes victimes. Il existe des hommes qui n'ont pas confiance en eux, qui n'écrasent pas et même qui se font marcher dessus. On a bien affaire à 2 visions des choses du monde réel. » Nous espérons que cet ouvrage, et c'est la conclusion donc de l'introduction de cet ouvrage collectif, nous espérons que cet ouvrage, dans sa diversité et sa complétude, intéressera les lecteurs et les aidera à se faire un point de vue argumenté sur toutes les questions abordées. Et donc, c'est signé Christian Eschen et suit également donc l'indication du livre de Christelle Tarot, Féminicide, une histoire mondiale, donc aux éditions Découvertes. Voilà, et comme je le disais, c'est un ouvrage volumineux de 927 pages qui coûte 39 €. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation de ce livre collectif, de cet ouvrage collectif publié aux éditions de la libre pensée, et je vous propose d'écouter maintenant le choix musical. On va écouter à nouveau aujourd'hui, ou plus exactement écouter pour la première fois, mais j'ai déjà évoqué cet auteur la semaine dernière, une chanson qui est très courte, qui est intitulée Les contes fantastiques d'Haussmann. Alors, les contes avec l'écriture C-O-M-P-T-E-S. Et Paul Avenel était un opposant au Second Empire, et il le fait toujours avec beaucoup d'humour. Quand Julien fait des boulettes, c'est un bien grand pâtissier. Quand Haussmann double nos dettes, c'est un bien grand financier. Et tous les jours il régale, comme architecte ou maçon, notre chère capitale d'un beau plat de sa façon. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait. Ainsi qu'une tarte aux pommes, il triangule un quartier. Ah, c'est le premier des hommes pour employer le mortier. S'il crée une grande artère, il passe par-dessus tout, mais en jetant tout par terre. Et lui seul reste debout. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait. Ce préfet est homme rare, mais il est fort dépensier. Édifices, rues ou squares doivent au crédit foncier.
Et s'il vous amène un fleuve par un aqueduc nouveau, c'est qu'il faut qu'il nous abreuve. Payons et buvons de l'eau. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait. Ah, les contes fantastiques d'Haussmann sont très contestés. Nos députés élastiques les ont toujours adoptés. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait, oui. C'est le seul enregistrement d'une interprétation des chansons de Paul Avenel que j'ai trouvé. Si parmi nos autrices auditeurs, certains connaissent d'autres enregistrements d'interprétation de chansons de Paul Avenel, je suis tout à fait preneur. Et peut-être que je lirai d'ailleurs tout à l'heure un deuxième texte de Paul Avenel. Pour l'instant, je voudrais dans la série donc des articles, la laïcité, dont je lis donc un ou deux articles depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, je vous fais part de cet article qui est intitulé « La laïcité, ce n'est pas l'athéisme » et qui fait référence donc à Robespierre, auquel on attribue une phrase « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire », dont l'authenticité provenant de Robespierre n'est pas prouvée. Par contre, Robespierre a dit, ça de façon certaine, quelque chose qui me semble très intéressant dans sa formulation et que je partage totalement. Celui qui interdit la messe est aussi fanatique que celui qui la dit. Et donc, voici cet article, un article de Christian Echene, décidément, on parle beaucoup de lui aujourd'hui et de façon générale dans ses chroniques. La laïcité est un système juridico-institutionnel qui vise à faire respecter la liberté de conscience dans la sphère publique, État, administration, service public, par l'application du principe de neutralité. La laïcité n'est pas une philosophie ou une conception métaphysique, mais par sa vocation de respect de la liberté de conscience, elle permet que toutes ces conceptions, quelles qu'elles soient, puissent exister et s'exprimer dans la sphère privée où les citoyennes et les citoyens peuvent penser, émettre, exprimer, diffuser ce que leur dicte ou propose leur conscience. La laïcité ne peut donc qu'être contradictoire avec tout système qui imposerait une conception religieuse ou anti-religieuse du monde. Un État qui imposerait de croire dans un Dieu ou plusieurs, ou qui interdirait de le faire en rendant l'athéisme obligatoire, qui dirait « crois » ou « ne crois pas », serait un État totalitaire, car l'État doit s'arrêter où commence la conscience, pour reprendre la formule de Francis de Pressensé, qui était président de la Ligue des droits de l'homme en 1905, donc au moment du vote de cette loi. L'athéisme est une conception philosophique qui doit rester dans la sphère privée et ne pas s'intégrer dans la sphère publique. S'il a existé de nombreux États ou gouvernements qui ont imposé une croyance religieuse à leur population, dans l'histoire, il n'a existé qu'un seul État qui a imposé l'athéisme d'État, c'est l'Albanie. L'URSS était institutionnellement laïque et si les religions ont pu être réprimées au cours de son histoire, et non en permanence, par exemple entre 1941 et 1945 pour l'Église orthodoxe, c'est parce que le stalinisme oppresseur réprimait tout le monde. L'Église était totalement une agence de l'État, encore aujourd'hui, à tel point que le métropolite, une sorte de pape orthodoxe, était appelé métropolite-bureau. Toute idéologie d'État est totalitaire par nature. Quand un État impose une conception idéologique, c'est un État totalitaire. C'est très exactement ce que veut faire la Macronie par la loi de séparatisme du 24 août 2021, qui impose des, citations, « obligations morales, politiques et organisationnelles » qu'elle est seule à décider et qu'elle baptise, entre guillemets, « valeurs de la République ». C'est la mise en œuvre d'une idéologie d'État totalitaire et liberticide par nature et par essence. Cette loi entend imposer un modèle unique pour toutes les organisations différentes qui dépendent des lois de 1884, les syndicats, 1901, associations et partis politiques, et de 1905-1907, associations cultuelles religieuses. C'est aussi l'unicité totalitaire contre le pluralisme démocratique. La laïcité n'est pas une religion civile qui s'imposerait à tout le monde et qui s'opposerait aux autres religions. C'est ce que pensent certains à propos de l'imposition du culte de l'être suprême en 1794, qui voit la mainmise de l'État sur la religion et où les partisans de l'être suprême n'ont pas le droit d'organiser le culte librement. C'est selon la source Wikipédia. Plus sûrement,
La mise en œuvre de la constitution civile du clergé en 1791 relève de la volonté de l'État d'organiser un culte en lieu et place des croyants et des responsables religieux, avec son pendant en retour, la déchristianisation forcée qui fera dire à Robespierre « Celui qui a interdit la messe est aussi fanatique que celui qui l'a dit ». Donc la citation que je prononçais en introduction à ce sujet du jour. C'est toujours ce qui arrive quand l'État se mêle des croyances, des religions et de l'organisation des cultes en voulant imposer sa conception sur ce qui devrait ne relever que des croyants et de leur culte. Toutes les tentatives des différents gouvernements de la Ve République, de la fausse gauche à la vraie droite, comme le disait naguère notre camarade Alexandre Hébert, de vouloir organiser, de force, le culte musulman est une atteinte à la liberté de conscience et à la liberté des cultes, principes qui constituent les 2 premiers articles de la loi de 1905. Il faut aussi voir que la laïcité, d'un certain point de vue, protège plus les croyants que les athées et les libres penseurs des injonctions et interdits religieux, car elle leur permet de croire comme ils le veulent, à ce qu'ils veulent et comme ils le veulent. Les libres penseurs n'ont que faire des dogmes, ils s'en émancipent sans problème, mais les croyants sont confrontés chaque jour à la volonté de se les voir imposés par les religions et les religieux de toutes sortes. C'est là qu'on voit toute la force de l'aphorisme prêté à Voltaire, cité en exergue à cet article. La laïcité protège tout le monde par une totale liberté de penser. Nul n'est contraint de croire et de dire ce qu'il ne pense pas. Voilà pour cet article. Alors, je voudrais, avant de conclure cette chronique par le texte de Paul Avenel, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est titré « L'Empire, c'est la paix ». Vous précisez que lundi prochain, étant le 14 juillet, les studios de Radio Libre en Périgord seront fermés et que l'émission qui vous sera proposée sera enregistrée dans le courant de cette semaine. Donc voilà, revenons donc à un nouveau texte de Paul Avenel que je trouve très intéressant. Ça fait partie de choses qu'il faut vraiment conserver. « L'Empire, c'est la paix », avec beaucoup d'humour. Et qui est d'ailleurs qui doit être chanté sur un air « Contentons-nous d'une simple bouteille ». La paix, dit-on, est une providence pour un pays qui vit de liberté. Avec la paix doit régner l'abondance, la poule aux poux est une vérité. Saint-Chauvin croit que le Second Empire, pour les Français, est un vrai paradis. Oh, mes amis, n'allez pas dire imprudemment, consultez le pays. Le Saint-Chauvin est un autre Saint-Pierre, qui, sur sa foi, prélève son denier. Pour ses croyants, il a son reliquaire, il a pour Dieu Napoléon Ier. Oui, mais peut-on s'empêcher de sourire quand il nous dit « L'Empire, c'est la paix ». Nous savons bien que le Second Empire n'est qu'un banquet dont nous payons les frais. Autour du trône, on mène à grand guide la haute vie et la prospérité. Ah, qu'il est loin ce temps des vieux druides si renommés par son austérité. Nos gens de cour se disent « Courte et bonne, pour bien jouir, il faut tout employer. N'attendons pas que le peuple raisonne, il pourrait bien se lasser de payer. » L'ignorance et la misère de l'homme, comme l'or et l'opulence des rois. Contre son bas, le peuple en vain réclame, mais les âniers restent sourds à sa voix. Pour s'occuper, Chauvin l'emmène en Chine, en lui mettant sa culotte de peau. Et Populus bêtement s'imagine qu'on vit de gloire à l'ombre d'un drapeau. Les lourds impôts doublent le paupérisme, les gros emprunts sont à l'ordre du jour pour soutenir le nerf du chauvinisme. Le cours de l'or vaut le son du tambour. Pour les soldats, l'Empire, c'est la paix, PAIE. Pour le pays, c'est la fatalité. De tout cela, personne ne s'effraie. Ceci doit durer à perpétuité. Voilà. Donc, c'est des textes que je trouve intéressants par les accents antimilitaristes qui s'intègrent et finalement de reprendre ce par quoi notre ancien président Marc Blondel terminait ses discours. Soyez rebelles. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission enregistrée. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.
elle tient ton glaive